Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de l'Université permanente consacrée à Aragon, donc du cycle littérature. Avant de présenter notre invité, je voudrais remercier tous nos sponsors qui nous accompagnent, c'est-à-dire la maison Elsa Triolet à Aragon, la Société des Amis Louis Aragon Elsa Triolet et les Lettres françaises. Je voudrais donc vous inviter par la même occasion à quelques journées et événements aragoniens. Donc le samedi 11 mai de 10h à 16h à la Maison Aragon à Saint-Arnoux, il y a une journée d'études consacrée aux lettres françaises. Le 11 mai, donc à partir de 16h, après cette journée d'études consacrée aux lettres, il y a le vernissage de l'exposition du cadeau à Jean, qui est un livre, un album réalisé par Aragon pour Jean Rista, qui est réédité en ce moment, qui a été réédité il y a quelques mois par les éditions Helvétius. Et enfin, la fameuse conférence d'Alain Badiou, le jeudi 16 mai, ici même, enfin à l'espace Niemeyer sous la coupole, et il faut s'inscrire sur le site de la maison Elsa Triolet Aragon. Voilà, donc aujourd'hui nous accueillons François Échard, qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui nous parler d'Aragon journaliste. François Échard est président de la Société des Amis Aragon Elsa Triolet et rédacteur en chef, si je ne dis pas de bêtises, de la revue Faites entrer l'infini. Oui, c'est exact. Mais pas président, secrétaire général seulement. Secrétaire général. Le président est Jean Rista, il ne faut pas lui retirer ce titre. C'est exact. Je m'excuse à Jean s'il nous entend. Voilà, donc on va commencer sous la forme d'une conversation, enfin d'un entretien, oui, plutôt qu'un exposé d'une heure. Donc Aragon journaliste. Comment Aragon est entré dans le journalisme? Dans quelles circonstances, dans quels journaux et revues ça s'est fait? Et à quelle date, pour Aragon, ça a-t-il commencé? Eh bien, pour répondre à la question avec précision, il est rentré dans le journalisme le plus tôt qu'il a pu, c'est-à-dire dès 1919. En 1919, c'est un jeune écrivain révolté, dadaïste. Oui, j'ai toujours un problème avec les micros. C'est un animal hostile pour moi et je mesure mal les effets de sa malfaisance. Alors, si vous entendez mal, dites-le moi. J'essaierai de me positionner un peu mieux. Voilà. Donc, en 1919, Aragon est un dadaïste. Il est en révolte contre la société. Il vient de sortir de la guerre de 14-18. C'est une épouvantable boucherie. Il y a un sentiment de révolte générale dans la société française, dans la jeunesse, et pas seulement dans la jeunesse. Et en plus de la révolte contre la boucherie, il est aussi en révolte contre la façon dont les maîtres à penser ont entraîné la société française et la jeunesse à accepter une situation pareille. Et on peut dire qu'il est plus en révolte, ainsi que ses amis dadaïstes et bientôt surréalistes, contre cette situation intellectuelle et contre la guerre elle-même. Donc ces jeunes gens s'insurgent contre ce qu'on a pu faire, la façon dont on a dressé les esprits, à accepter une hiérarchie, les ordres de la hiérarchie, les valeurs de la hiérarchie, l'absurde de la hiérarchie, le caractère criminel de la société. Et donc ils s'en prennent à l'ordre établi intellectuel et finalement aux littérateurs. Donc que font-ils? Eh bien, ils fondent une revue. Bon, une revue destinée à attaquer la littérature. La littérature en tant que telle, en tant que concept, c'est leur ennemi. Et ils prennent le mot littérature chez Valéry, c'est une antiphrase, ils vont faire une revue littéraire pour attaquer la littérature. Et on peut dire que les premiers pas d'Aragon dans le journalisme, et puis je pense qu'on peut aussi associer au journalisme la question de revue, parce qu'Aragon a dirigé des journaux, mais il a aussi dirigé des revues. Et la caractéristique d'être un revuiste n'est pas négligeable dans toute l'activité intellectuelle d'Aragon. Donc il prend pied dès 1919 dans la revue Littérature pour s'occuper des problèmes de la littérature d'une manière très révoltée, qu'on pourra déclarer anarchiste ou simplement, selon le terme qu'ils ont choisi, dadaïste. Voilà.
Je crois que donc, le reste de la conférence va écarter peut-être un petit peu l'activité des revues, mais effectivement, il participe à un certain nombre de revues à ce moment-là, des revues surréalistes, même, et dadaïstes plutôt, mais même avant aussi, ces critiques synthétiques à SIC, si je ne dis pas de bêtises. On ne peut pas tout à fait écarter les revues parce que Aragon s'occupera de revues quasiment toute sa vie. Donc on sera obligé, et d'ailleurs à certains moments, l'expression d'Aragon en revue sera la seule expression qu'il aura en dehors de l'écriture et de la diffusion de ses livres. Donc on reviendra sur la revue, par exemple, avec la révolution surréaliste, c'est évident, ainsi que le surréalisme au service de la révolution qui lui succédera. Mais les choses sont connexes, c'est certain. Voilà. Donc Aragon participe à un certain nombre de revues, de journaux, parmi lesquels Comédia. C'est pas Comédia, c'est une petite erreur. C'est un journal qui s'appelle Paris Journal, mais Comédia faisait partie des activités d'un mécène de l'époque qui s'appelait Hébertot, qui avait des activités qui tournaient autour du théâtre et qui voulait faire connaître les spectacles de théâtre qu'il offrait au public. Et pour faire connaître les spectacles de théâtre, il pensait qu'il était bien d'avoir des revues qui fassent l'éloge de ses productions. On verra le même problème dans les années 30 avec le problème du cinéma. Il y a des producteurs de cinéma qui se spécialisent dans la production de journaux qui sont destinés à amener le public vers leur production. Et c'est assez étrange, mais Aragon a la possibilité, on lui propose de s'occuper de Paris Journal. C'est une entreprise dans laquelle il va, je crois, apprendre pour la première fois comment diriger un journal. Et il s'empare de Paris Journal. L'expérience va durer en fait quelques mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et en 2 mois et demi, 3 mois, premièrement, il rend ce journal intéressant. Deuxièmement, il en augmente le tirage. Et troisièmement, il diversifie les collaborateurs qu'il recrute lui-même. Et on voit déjà là Aragon à l'œuvre, qui non seulement travaille lui-même, mais sait trouver des gens compétents pour l'aider et pour multiplier ses capacités de travail. Ça ne va pas durer longtemps parce que d'une part, il n'a pas tellement envie de faire ça. C'est pas quelque chose qui, pour l'instant, soulève son intérêt fondamental. Et d'autre part, dans le groupe surréaliste, on voit très très mal cette activité et Breton y est hostile. Et comme Breton y est hostile, Aragon subit la pression intellectuelle et amicale de Breton, qui d'ailleurs le pousse à gauchir ses critiques dans Paris Journal. Et un des derniers textes d'Aragon dans Paris Journal est un éreintement d'un excellent critique français qui s'appelle Paul Rivière, qui avait d'ailleurs écrit des choses très intéressantes sur les textes d'Aragon, très fins, très positifs, qui prenaient du recul par rapport au caractère dérangeant des écrits d'Aragon. Et sur pression de Breton, il va éreinter Paul Rivière. C'est assez dommage parce que Rivière ne le méritait pas. Mais enfin, ces jeunes gens à cette époque étaient comme ça. Et il n'en avait nul remords et il s'en vantait. Donc ça s'est arrêté à Comédia, mais il poursuit son activité proprement surréaliste dans les revues. Il faut dire 2 mots quand même de la Révolution surréaliste, qui est une revue qui a marqué l'histoire littéraire française. Elle va durer, je regarde mes notes, de 1924 à 1930. 30, oui, pour la fin de la première partie. C'est une revue de très grande classe. C'est un objet qu'il faut considérer en tant que tel quand même. Elle est très richement illustrée avec des reproductions de tableaux surréalistes, voire des dessins, avec des photographies. Il y a des textes de très haute qualité, une très belle prose, de la poésie surréaliste. Il y a aussi des petites attaques venimeuses contre des gens qui déplaisent aux surréalistes. Il y a des informations diverses. Tout ça forme un ensemble de grande qualité que les surréalistes font avec une grande facilité, il faut quand même le remarquer. Bon, ils ne sont pas très nombreux, mais la revue paraît régulièrement. Ils résolvent les problèmes financiers en s'acoquinant avec des mécènes ou des gens qui jouent le rôle de mécènes pour leur donner l'argent d'une impression de haute qualité qui n'est pas facile à mener à bien.
Et ils imposent cette revue comme une des revues littéraires les plus intéressantes de l'époque. Ce n'est pas le tirage le plus important. C'est sûr que ce n'est pas la NRF, ce n'est pas le Mercure de France, qui sont des revues qui ont davantage d'écho à l'époque. Mais pour ce qu'ils veulent faire, je crois que c'est une très belle réussite. Et là encore, dans la revue La Révolution surréaliste, Aragon joue un rôle important. Il joue un rôle important pas seulement parce que c'est une des têtes pensantes du surréalisme, mais aussi parce qu'il aime ça. Il aime l'encre, il aime l'objet littéraire en lui-même. Et on y viendra plus tard, mais Aragon aura aussi dans sa vie un petit épisode d'imprimeur. Voilà. Il concevait la littérature dans tous ses aspects, y compris des aspects matériels. Et peut-être que tu pourrais nous éclairer un peu sur ce qui distingue un petit peu l'activité d'Aragon de ses amis surréalistes à l'intérieur de la revue surréaliste, de la Révolution surréaliste. Peut-être ce qui distingue dans son ton, dans le choix, la teneur de ses articles, même si c'est une masse assez colossale d'articles que tu es en train d'éditer. Tu es en train d'éditer tous les articles d'Aragon. Sur la question de l'ensemble du corpus des écrits journalistiques d'Aragon, c'est effectivement assez triste parce que tout est loin d'avoir été publié. Voilà. Et en vérité, dans la mesure où on n'a pas la main sur tous les textes qu'Aragon a écrits, il est compliqué et hasardeux d'écrire une biographie qui soit valable. On peut aussi ajouter à cette restriction que je fais le fait qu'il serait bien aussi de disposer de la correspondance. Dans la correspondance, des choses se disent, des choses s'avouent, des choses se rectifient. Et quand on n'a pas la correspondance, on n'est pas forcément en mesure de comprendre, même si on trouve l'explication dans une lettre 20 ans plus tard, ce qui s'est joué dans tel moment dans le groupe surréaliste, par exemple. Bon. Alors le fait est que je suis en train de publier un ensemble de textes d'Aragon, publiés non pas dans les revues, mais dans les journaux, et ça concerne sa collaboration au journal Ce Soir, mais ça on y viendra tout à l'heure, c'est quelque chose de différent. Pour répondre à la question de Victor, Aragon donne dans la revue surréaliste des textes qui sont des textes que j'appellerais de circonstances, qui visent à préciser tel ou tel point, à mettre en avant telle ou telle situation surréaliste, à signaler telle ou telle activité surréaliste ou tel livre, plus que se livrer lui-même à une introspection de ses sentiments. Je pense que le mouvement profond de son attachement au surréalisme et de la création, parce qu'Aragon est un créateur du mouvement surréaliste, c'est pas un consommateur, c'est un créateur, c'est un homme qui va de l'avant, c'est un homme qui découvre dans le rapport entre sa sensibilité et le réel des éléments qu'il veut livrer et qu'il formule sous l'étiquette surréaliste. Donc c'est cet aspect-là d'Aragon qui se trouve dans la revue La Révolution surréaliste, mais pour l'essentiel, si on veut savoir quel surréaliste Aragon était, je crois qu'il faut lire et ses poèmes et ses ouvrages surréalistes. C'est quand même là qu'il y a la plus grande matière. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots, peut-être, de comment évolue la dynamique des relations au sein du groupe surréaliste et dans la revue elle-même, et comment Aragon va peut-être petit à petit se détacher de ses amis pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici dans ce cycle de littérature, mais comment ça se manifeste au sein de la revue. Je pense par exemple aux enquêtes sur la sexualité qui sont faites autour de 28, si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça, où Aragon prend déjà une position un peu différente. Enfin, les choses évoluent du fait de la position fondamentale d'Aragon. Aragon est un bon camarade, si je puis dire, un bon militant, déjà, à cette époque, si je puis dire, qui a beaucoup de soucis de la cohésion du groupe surréaliste, qui a des opinions personnelles, qui a sa sensibilité personnelle, et qui propose un certain nombre d'avancées pour le mouvement surréaliste, mais qui très tôt est à choc en ce qui le concerne sur la question du roman. D'ailleurs, Aragon a toujours pratiqué une sorte de contrebande dans son œuvre. On peut le remarquer à différentes périodes, du début jusqu'à la fin, je crois.
Et déjà, à l'époque du mouvement surréaliste, il y a des ouvrages dans lesquels des surréalistes sourcilleux trouvent qu'il y a des formes qui viennent du roman et des pages qui sont des pages de roman. Alors, bénéficiant de la bienveillance de Breton qui veut bien accepter ce qu'Aragon fait là, ça passe, mais ça passe pas toujours. Et à un certain moment, Aragon, dans La défense de l'infini, a clairement posé la perspective d'un roman, un roman qu'il avait annoncé comme devant s'étaler sur 6 ou 7 volumes. Et ça, Breton ne l'acceptait pas. Il a assez vivement critiqué ce qu'il en avait connu, ce qui avait été un peu publié, parce qu'il y avait des fois des pré-publications qui existaient. Et par conséquent, la question du roman est une question qui a posé un problème à Aragon au sein du groupe surréaliste. En fait, Aragon voulait écrire des romans et ne partageait plus à certains moments la prévention contre le roman. En fait, on peut dire qu'il ne partageait plus la prévention contre la littérature, le roman n'étant qu'une catégorie de la littérature, c'est évident. Bon. Par ailleurs, il y avait aussi, très certainement, un appel du politique chez Aragon. À partir d'un certain moment, Aragon considère que le mouvement surréaliste tourne un peu en rond. Il a d'éminentes qualités, cette insurrection contre les aspects scandaleux du réel, mais en même temps, il se rend bien compte que les gens qui tournent autour, les gens qui reçoivent l'action surréaliste sont assez peu nombreux et que les vrais champs de bataille sont ailleurs. Ils sont dans la mouvance communiste en France, ils sont dans la mouvance communiste à l'international, en Union soviétique, et quelles que soient les critiques qu'il a pu formuler contre l'Union soviétique, la fameuse formule Moscou la gâteuse, c'est quand même l'influence soviétique qui donne le ton à un certain nombre de luttes sociales en France, et être séparé de ces luttes sociales, confiné dans la sphère surréaliste, devient de plus en plus pesant pour lui. Sur la question de l'enquête, alors les surréalistes sont des gens qui sont étonnants, ils se permettent tout, bon, et donc ils lancent à une époque où on n'en a pas coutume de le faire, une enquête sur la manière dont la sexualité est vécue et exprimée. Bon. Et donc il y a eu des séances dans lesquelles chacun est allé intervenir sur ce sujet-là. C'est une sorte de petite confession sur les mœurs personnelles des uns et des autres. Et là, effectivement, Aragon a une position originale puisque sur l'homosexualité, il prend la peine de dire que c'est une pratique comme une autre. Elle est aussi légitime qu'une autre pratique sexuelle. Ce qui, effectivement, n'est pas du goût d'André Breton, qui est très homophobe et a des mots très violents contre l'homosexualité. Mais je ne sais pas si c'est cette question de l'homosexualité qui est le problème fondamental qui amène Aragon peu à peu à regarder vers d'autres horizons. Personnellement, je ne le crois pas. Non. Mais ça a certainement joué son rôle puisque ça faisait un sujet de convergence de moins, si je puis dire. Dans ses enquêtes sur la sexualité, il se distingue aussi de ses autres camarades en critiquant la prédominance du point de vue masculin. Et dans les enquêtes menées, effectivement, je crois que les femmes n'arrivent dans ces enquêtes qu'à la 3e ou 4e séance et vont assez bouleverser les choses. Mais donc c'est... Attends, un petit mot. C'est exact. Aragon est certainement un des moins machistes du groupe, mais le machisme est vraiment très fort dans le groupe surréaliste. Et à un certain moment, Aragon a même écrit un texte pour dire qu'il fallait s'intéresser à la question des femmes, au rôle des femmes, mais c'est très étrange. Je le réalisais dernièrement, ce texte est fait d'un point de vue très masculin. D'un point de vue très masculin, il dit qu'il faut s'améliorer, mais il commence par donner le rôle fondamental aux hommes. Et les hommes se penchent sur la question de la femme en disant qu'il faut la relever son indignité et peut-être qu'on y a contribué. C'est de ce type-là, c'est avec cette rhétorique-là qu'il engage le problème. Voilà, donc ça fait partie de l'ordinaire, de la réflexion et de la vie des surréalistes. Donc... toutes ces divergences littéraires, politiques, l'intérêt d'Aragon pour le mouvement communiste à venir vont amener la crise du congrès de Kharkov, puis ensuite les atermoiements où Breton et Aragon essayent de rassembler les pots cassés jusqu'à la rupture définitive. Et alors là cesse
l'activité journalistique surréaliste d'Aragon. Il y a quand même, Aragon était plus que d'autres soucieux du rôle de l'intellectuel. À cette époque, les surréalistes étaient en relation avec le groupe de Barbus parce que les surréalistes avaient en horreur le rôle politique et littéraire de Henri Barbus, dont ils pensaient d'une part que c'était un mauvais littérateur et d'autre part quelqu'un qui amenait la littérature sur une voie de garage, parce qu'il faisait de la littérature justement. Et Clarté est une revue qui justement faisait la jonction entre Barbus et puis les surréalistes. Et dans un texte de 1925, il a pris la peine de s'arrêter sur le rôle de l'intellectuel et préciser le rôle de l'intellectuel tel qu'il le voyait à cette époque. Et on voit bien qu'il est en équilibre entre, d'une part, une forme d'idéalisme qui est celle de la position des surréalistes, d'autre part, le fait qu'il regarde vers la lutte de classe, vers le grand champ de la lutte de classe, dont il n'y comprend pas grand-chose, il faut dire, mais qui exerce sur lui une attirance magnétique presque. Voilà. Et c'est ce problème qui va se poser en 1930, 31, 32, quand Aragon va partir en Union soviétique, participer au congrès de Kharkov et faire des déclarations qui lui seront reprochées et qui sont à la base de la rupture finalement avec le groupe surréaliste. Mais il est parti à Kharkov parce que d'une part, il avait rencontré Elsa Triolet, parce que celle-ci était liée à Mayakovsky qui venait de se suicider, et à ce moment-là, Elsa voulait rentrer voir sa sœur Lily, qui était la compagne de Mayakovsky, et donc ils sont allés en Union soviétique sans aucune invitation par les autorités, sans aucune autorisation d'ailleurs du Parti communiste français, ce qui lui sera reproché. C'était assez étonnant, mais on a reproché à Aragon en 1932 d'être parti en Union soviétique sans ordre au sein du Parti communiste français. Voilà, on lui a reproché ça. C'est pour donner une idée de la façon dont le Parti communiste vivait sa discipline interne à cette époque. À Kharkov, il était donc intéressé à faire quelque chose qui poursuivait le vieux combat des surréalistes contre Barbus. Il voulait obtenir du congrès de Kharkov, un congrès de littérature internationale, auquel était présent un très grand nombre d'écrivains de nombreux pays, une condamnation de Barbus en tant que tel. Et pour obtenir cette condamnation de Barbus, il est rentré dans des négociations dans lesquelles on lui a demandé de désavouer, premièrement, la tendance trotskiste qui s'exerçait son activité en France et pour lequel Breton avait de la considération, et aussi l'activité surréaliste comme étant une activité finalement d'isolation, d'isolement et donc contre-révolutionnaire. Donc il a signé un texte qui reconnaissait à moitié cela parce qu'il pensait que ce texte permettait d'avoir la condamnation de Barbus et qu'en fait en signant ce texte, en tant que représentant des surréalistes, il faisait admettre les surréalistes comme participants du mouvement révolutionnaire intellectuel. C'était la dialectique intellectuelle d'Aragon à cette époque-là. Bon. Et qu'une fois qu'il a obtenu ça, il était très content de lui. C'est assez étonnant, il était très content de lui. Et puis il était avec son compère Georges Sadoul, qui est rentré à Paris, exposé triomphalement à Breton le résultat du congrès de Kharkov. Et là, le ciel leur est tombé sur la tête. Voilà. Parce qu'il n'était pas question pour Breton et les autres membres du groupe surréaliste d'accepter qu'il y ait le moindre désaveu de l'activité surréaliste. Au contraire, il fallait la renforcer et la soutenir. Et donc, accepter un désaveu, c'était absolument insupportable. Et donc, Aragon a été prié de s'expliquer. Alors, dans la Révolution surréaliste, on voit les réponses d'Aragon aux mises en demeure qu'il reçoit de justifier ce qu'il a fait. Et il est intelligent, c'est indiscutable, mais cette question n'est pas très bonne. Voilà. Et alors il a beau avoir une rhétorique importante, montrer qu'il est pour une nouvelle relance du mouvement surréaliste, ça ne prend pas. Et finalement, il y aura la rupture avec André Breton. Ça s'est passé sur des choses qui sont assez misérables. Le procès qui était fait à Aragon des outrances de son poème Front Rouge, dans lequel il disait des choses très violentes, et il était donc l'objet de poursuites en justice. Breton se sentait obligé de soutenir Aragon parce qu'il était traîné en justice. Bon.
En même temps, Breton était embêté parce qu'il n'aimait pas le poème d'Aragon. Donc il était mal à l'aise pour soutenir un poème qu'il n'aimait pas, mais il fallait le faire parce que c'était une forme de solidarité nécessaire. Donc il organise la défense d'Aragon, et on voit déjà qu'André Gide pose un problème puisqu'il déclare « Non, je ne signerai pas. Un littérateur est responsable de ce qu'il écrit, et s'il est condamné, il est condamné. Il ne faut pas qu'il retire un mot de ce qui entraîne la condamnation. » Voilà, ça s'est réglé comme ça avec Gide. Ensuite... il y a eu une rupture sur le problème d'une attaque dans la brochure pour défendre le poème Front Rouge. Aragon en a profité pour rompre, et puis les relations furent terminées entre Breton et Aragon. Aragon a été victime d'attaques de différentes sortes tout au long de sa vie. C'est-à-dire intéressant, on verra en 64, un écrivain tout à fait estimable qui s'appelle Alain Jouffroy a tenté de faire quelques pas ensemble, Aragon et Breton, d'être l'intermédiaire pour une entrevue, des retrouvailles entre Aragon et Breton. Aragon était d'accord, mais Breton n'a pas voulu. Donc Breton a gardé une haine intacte contre Aragon jusqu'à la fin de ses jours. Donc Aragon quitte le mouvement surréaliste. C'est aussi une période, donc le tout début des années 30, où il se retrouve sans revenu. Oui. Et il va vivre des colliers d'Elsa, essayer de les vendre, etc. Mais surtout, il va se lancer un peu à l'aveuglette au début, peut-être, dans la carrière de journaliste, qui ne cessera quasiment pas jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à la fin des Lettres françaises. Oui. À l'Humanité. Alors, quand Aragon rompt avec le surréalisme, sa situation... Les surréalistes ne vivent pas de la vente de leurs ouvrages. Hein. Il faut quand même se dire qu'un ouvrage comme Le Paysan de Paris, qui est un ouvrage important de la littérature française, a dû se vendre à 800 ou 1000 exemplaires de 1927 à 1940. Voilà, donc on ne peut pas vivre de sa littérature. Par contre, Gallimard a le bon goût de verser une mensualité aux écrivains dont ils estiment qu'ils sont un bon placement financier pour sa maison et pour les lettres et pour la littérature française. Et donc Aragon avait une mensualité qui lui permettait de vivre. Mais la plupart du temps, les surréalistes vivaient d'expédients divers. Éluard vivait de commerce de livres de luxe. Breton vivait de vente de tableaux. Il était courtier en tableaux. Il achetait, il vendait, il achetait, il vendait. Et d'ailleurs, il a conseillé à Aragon d'acheter un tableau, un Braque, qu'Aragon a revendu avec gros bénéfices, 100 fois plus quelques années plus tard. Hein. Et Aragon, en 1929-1930, n'avait pas d'argent, donc ils ont vécu avec les colliers que les Atriolets fabriquaient et qu'il allait vendre dans les maisons de couture. Ensuite, il est rentré à l'Humanité, et là, à l'Humanité, il était reporter, il faisait des chiens écrasés, et il a finalement appris ce que c'était qu'un rédacteur en chef et qu'un directeur. Il avait comme directeur, comme supérieur hiérarchique, André Marty, qui était réputé pour une certaine rudesse de comportement envers les gens qui travaillaient sous ses ordres. Voilà. Et il était journaliste à l'Humanité, aux chiens écrasés. Il a quand même fait des chroniques sur certains procès tout à fait retentissants. Violette Dauzière, par exemple, hein, ça les intéressait. Et puis, quelques temps plus tard, en fait, le Parti communiste a lancé ce qu'on appelle l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, l'AEAR. Et l'AEAR a été dotée d'une revue qui s'appelait la Revue Commune. Cette revue commune était dirigée nominalement par André Gide, Romain Rolland et Paul Vaillant-Couturier. Mais ni Gide, ni Romain Rolland, ni Vaillant-Couturier n'y travaillaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de responsabilités par ailleurs. Et en fait, c'était Aragon et Nizan au début, qui étaient tous les deux secrétaires de rédaction, qui faisaient le travail. Donc, après l'Humanité, Aragon rentre à Commune, organise le travail de Commune, et il faut dire quand même que Commune est une remarquable revue politico-littéraire qui a marqué son époque parce que dans mes annexes à moi, j'avais trouvé la liste des collaborateurs de Commune. Je vais si je peux les retrouver, c'est pas sûr ça, que je les retrouve. Non, je l'ai pas là. C'est dommage. En tout cas,
Commune, c'est un peu le lancement d'une certaine politique d'ouverture intellectuelle et culturelle pour le parti qui a le but d'attirer un certain nombre d'écrivains. D'ouverture, je dirais pas. C'est une revue tellement de lutte qu'on ne peut pas sentir la notion d'ouverture, si ce n'est dans le choix, dans le caractère éclectique des collaborateurs. Mais c'est une revue de lutte de classe qui soutient les conflits sociaux, qui cherche à montrer des idoles, des gens qu'on peut considérer comme des leaders, qui donne des textes de tous les opprimés, de tous les continents, et qui intervient dans le domaine littéraire, dans le domaine musical, dans le domaine du théâtre, avec pertinence, en s'attirant des collaborateurs multiples. Je vois dans la salle, il y a François Caldor, mais son père, Pierre Caldor, a tenu une chronique musicale dans la revue Commune. Voilà. On a des gens comme Auric, comme Millot qui écrivent dans cette période-là. Il y a beaucoup de liens intellectuels qui sont noués autour de Commune. Et Commune, à mon avis, c'est déjà l'antichambre de ce soir qui portera plus loin cette politique-là. Mais on ne peut pas dire que ça soit une revue d'ouverture. Ce que je voulais dire, c'était que ce n'était pas c'est une revue de combat dans laquelle on mord très fort. De collaborateurs, de journalistes communistes. Alors, oui, mais pas seulement. Dans Commune, il y a des tas de gens qui viennent. Des anciens surréalistes, hein, par exemple, on trouve Pierre Unique, hein, mais pas seulement, on trouve Desnos, mais pas seulement, on trouve des gens de tous les horizons, Georges Piment, des gens qui sont, disons, classement centristes, par exemple, mais qui apportent leurs compétences aux communes, qui apportent leur champ d'investigation aux communes. Et Aragon est un homme qui a le bon goût de donner une certaine orientation et de s'entourer de collaborateurs qui ne pensent peut-être pas tout à fait comme lui, mais qui contribuent au rayonnement de l'orientation qu'il a donnée. Et c'est ça qui explique le rayonnement et le succès de Commune. Commune a connu 72 numéros, elle est morte en 1939 quand Daladier a fermé la presse et les revues communistes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le parti à l'époque avait choisi Aragon pour s'occuper de cette revue? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'Aragon était quelqu'un... D'abord, Aragon avait noué... Exactement pourquoi, je ne sais pas. Pour ce soir, on sait pourquoi, mais pour Commune, je ne sais pas. Il avait noué des relations étroites avec Vaillant-Couturier. Et Vaillant-Couturier est derrière l'AER, et c'est un homme qui a été très efficace pour diriger l'AER et pour imposer Commune. Je pense que la proximité qu'il y avait, la relation d'amitié qu'il y avait entre Vaillant-Couturier et Aragon, fait que c'est pour ça que Aragon a été choisi. Mais il a été choisi à égalité avec Nizan. Nizan et Aragon sont des écrivains, mais il y a quand même une différence de stature entre Nizan et Aragon. Mais à cette époque, Nizan est un homme qui a depuis longtemps est membre du Parti communiste, qui depuis longtemps s'occupe de littérature, qui depuis longtemps collabore à la presse communiste. Et donc, c'est intéressant de voir que les deux sont mis à égalité dans la fonction de direction concrète, parce que Vaillant-Couturier travaille très peu à Commune, Gide et Romain-Rolland pas du tout. Voilà. Alors, je pense à Vaillant-Couturier, mais je ne peux pas me prononcer plus avant sur ce détail précis. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur sa carrière à l'Humanité. Peut-être tu pourrais nous dire quelle est l'évolution d'Aragon à l'intérieur de l'Humanité. Il commence au Chien écrasé, est-ce qu'il continue un certain temps? Et peut-être comment on passe aussi d'une écriture surréaliste à l'écriture concrète du quotidien, une écriture journalistique? Je pense que simplement Aragon s'est contraint à écrire des articles qui puissent être lus par 300 000 personnes, avec une syntaxe simple, avec un sujet clair, des fois des images qui viennent de sa poétique personnelle, indiscutablement, mais de toute manière, à l'époque, un texte surréaliste ne serait pas passé dans les colonnes de l'Humanité. Ça, c'est clair. Donc, il n'a pas eu le choix. Il est rentré pour faire un travail, un travail de simple, hein, un travail de rédacteur ordinaire. Il n'était pas question qu'on lui confie la direction de quelque chose, ni une grande responsabilité. En fait, il avait à faire ses preuves aussi. Il a appris son métier, il a gâché du plâtre, hein, jusqu'à ce qu'il sache faire un mur, jusqu'à ce qu'il fasse peindre un mur. Voilà. Ce sont ses humanités dans ce domaine-là. Par contre,
il a été repéré tout de suite par Thorez. Et comme il a été repéré par Thorez, Thorez a bien compris qu'en fait, Aragon était sous-employé. Mais en même temps qu'il travaillait l'humanité, Aragon écrit ses romans. Il écrit quand même Les Cloches de Bâle, il écrit Les Beaux Quartiers, et donc il a un pied dans le journalisme ordinaire, et puis il a un pied dans la littérature, et puis Les Beaux Quartiers ont le prix Renaudot, donc en fait c'est une valeur qui monte, et c'est pour ça que Thorez lui demandera d'organiser ça nous amène à la direction de ce soir en 1937. Donc de 32, 33, 34 à 37, ça va très vite, Bon. Et quand on propose à Aragon de prendre la direction de ce soir, il se trouve indigne de la chose. Mais les gens qui le lui proposent savent qu'en fait, il est moins indigne qu'il ne le croit. Voilà. On va donc venir à ce soir, c'est une belle transition. Est-ce que tu pourrais d'abord expliquer en quelques mots, parce que bon, j'imagine que ici tout le monde connaît l'humanité, mais le projet de ce soir et concrètement, quel est ce journal, à combien il tire? Alors je crois que ce soir c'est la plus grande expérience journalistique d'Aragon. Et je pense que le travail qu'Aragon a fourni à ce soir, avant-guerre, de 1937 à 1939, c'est, je crois, le plus grand investissement de travail et politique d'Aragon à cette époque-là. Alors pourquoi ce soir? Parce que d'abord il y a eu le Front populaire, et si on prend le panorama de la presse française, on est assez affolé de voir que c'est presque pire que maintenant. Le nombre de publications de droite, xénophobes, antisémites, racistes, catholiques très, très militants, hein, très, très intolérants, est considérable. La presse de cette époque est aussi d'une grande violence contre les hommes politiques quand on leur veut du mal. N'oubliez pas les attaques contre les ministres du Front populaire qui poussent au suicide, des choses comme ça. La presse communiste, c'est-à-dire essentiellement l'Humanité, organe central du Parti communiste français, est cantonnée dans un lectorat qui n'est pas susceptible de grandir énormément, et elle est handicapée par le fait que l'Humanité est le journal d'un parti, et qu'à ce titre-là, il y a des gens qui s'en défient par principe. Donc, pour sortir des limites du lectorat communiste, Thorez pense qu'il faut lancer un autre journal. Comme l'Humanité est un journal du matin, ce soir sera un journal de l'après-midi, du soir. Et Thorez va essayer d'imposer la fiction que ce soir ne soit pas un journal communiste, ce qui fait qu'on va recruter des rédacteurs qui viennent de la presse et qui ne sont pas communistes. Le rédacteur en chef de ce soir sera Élie Richard, il vient d'un journal comme ça, commercial, voilà. C'est un bon rédacteur en chef, mais il n'a pas d'affinité communiste particulière. Thorez demande qu'on se vouvoie à ce soir et qu'on n'ait pas le parler militant qu'on a dans un journal communiste. Il essaye de faire en sorte que ce soir prenne l'apparence d'un journal comme un autre, mais qui va chasser sur les terres du grand lectorat parisien et français et attirer sur une ligne politique qui est celle de ce soir, c'est-à-dire une ligne politique très proche du Parti communiste, des centaines de milliers de lecteurs. Alors, Aragon ne veut pas se charger de ce soir tout seul parce qu'il pense que c'est trop lourd pour lui. Il met comme condition qu'on lui permette de recruter un autre co-directeur qui sera Jean-Richard Bloch. Il connaît Jean-Richard Bloch, c'est un écrivain qu'il estime beaucoup, qui n'a pas du tout le même parcours littéraire que lui. Comme il dira, il venait d'un entourage qui était pour moi une grande fraîcheur. Effectivement, Bloch est un homme posé, réfléchi, qui n'avance un raisonnement, une conclusion que lorsqu'il est sûr de lui, qui ne se lance pas à l'aveuglette. Il est assez différent d'Aragon, qui est tout à fait remarquable, mais qui est un peu joueur dans certaines circonstances. Voilà. Donc il propose à Jean-Richard Bloch de s'associer à lui pour lancer le journal ce soir, et naturellement Bloch refuse, parce qu'il sait très bien que s'il devient directeur de journal,
il peut faire une croix sur son œuvre littéraire proprement dite. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans la tête de Bloch au moment où on lui propose ça, en 1937, mais Bloch veut relancer sa carrière. Bloch, c'est un homme qui écrit des romans, qui écrit des essais et qui écrit du théâtre. Et il est un peu en échec dans ces trois domaines. Mais en même temps, il a une très haute réputation dans ces trois domaines. Une de ses pièces, le dernier empereur, a quand même été montée en Allemagne par Pie XIV. C'est quand même un auteur de théâtre tout à fait estimable. Il hésite, il refuse, et puis Aragon insiste, et Bloch accepte. Et donc finalement, ces deux hommes vont être co-directeurs de Ce Soir. En fait, quand il y a deux consuls, il y a toujours un premier consul, un deuxième consul, et dans cet attelage, c'est Aragon qui sera le plus important. Ça se remarque au nombre d'articles qu'Aragon donne dans Ce Soir et au rôle de chacun dans Ce Soir. Ce Soir est lancé en mars ou avril 1937, voilà. Et on peut remarquer une chose, c'est que la première des tâches d'Aragon consiste à attirer dans Ce Soir un grand nombre de collaborateurs de qualité. Alors là, j'en avais préparé la liste et je crois que je ne l'ai pas égarée. Alors, c'est assez impressionnant. On peut se procurer les articles d'Aragon de Ce Soir, ils ont été édités par les Annales de la Société des Amis d'Aragon, et voilà les gens qui collaborent à Ce Soir. Louis Parrot, Georges Auric, Jean Renoir, Jean Cocteau, Lise de Harme, Francis Jourdain, Paul Nizan, Tristan Rémy, Robert Capa, Robert Desnos, Louis Guilloux, Darius Milhaud, Georges Soria, Simone Théry, Édith Thomas, André Violis, Jean Vienner, René Arcos, Julien Benda, Luc Durtin, Pierre de Lescure. Voilà. Ils ont une page toutes les semaines dans laquelle ils donnent des commentaires sur la société, sur les événements politiques, sur la vie telle qu'elle va. Bon. Des critiques de livres. Bon. Et ce journal devient rapidement très brillant, et il est si brillant que son tirage dépasse les 250 000 exemplaires au bout d'un an. Voilà. Bon. Et il a parfaitement réussi l'objectif qui était de chasser sur les terres de Paris Journal, journal qu'on pouvait à juste titre exécrer quand on était progressiste et simplement respectueux des valeurs intellectuelles et morales. Une des grandes batailles de Ce Soir et par conséquent d'Aragon, ça va être la lutte antifasciste ouverte sur tous les fronts, notamment sur le front de la culture, mais aussi dans l'actualité politique brûlante et avec Munich. Oui, le premier combat de Ce Soir, en fait, c'est la défense du Front populaire, parce que très rapidement, après la fin du ministère Blum, la direction de la France échoua entre les mains de Daladier, qui ne cesse de raboter les acquis du Front populaire, qui ne cesse de porter des attaques contre le mouvement social, qui permet au patronat de reprendre tout ce qu'il a dû, une partie de ce qu'il a dû concéder. Voilà. Ensuite, et donc il y aura Aragon, et Ce Soir mènera combat contre la ligne politico-sociale de Daladier, hein, voilà, imperturbablement. Bon. En même temps, Ce Soir s'occupe très étroitement de la situation en Espagne. N'oubliez pas que le fait de ne pas soutenir militairement, très franchement, très clairement, l'Espagne républicaine a donné un avantage énorme à Franco. Il y a une légende qui court qui veut que l'armée républicaine a perdu la guerre parce qu'elle était mal commandée, parce qu'elle était incompétente, parce qu'il y avait les anarchistes, parce qu'il y avait le NKVD qui s'occupait de tout et rien. Bon, tout ça, ce sont des légendes idiotes. En vérité, le rapport de force militaire entre les républicains et les franquistes est très défavorable aux républicains. Voilà. C'est ça le fond du problème. Et si la France avait apporté une aide militaire conséquente à l'Espagne républicaine, dans les débuts de la révolte, de la rébellion franquiste, il est vraisemblable que jamais, au grand jamais, cette rébellion franquiste n'aurait marqué les points qu'elle a marqués. Elle n'aurait pas eu le soutien des Allemands et des Italiens comme elle l'a eu, et vraisemblablement la République aurait gagné. Bon. Donc le défaut de soutien à la République espagnole entraînera finalement la défaite espagnole. Mais
Tant que la défaite n'est pas là, il ne faut pas abandonner. Donc, effectivement, Aragon mène, et ce soir mène campagne pour soutenir l'Espagne républicaine. Ça prend des aspects qui sont quand même très... Premièrement, il majore constamment les victoires républicaines. Deuxièmement, il minore constamment les victoires franquistes. Bon. C'est de bonne guerre. C'est peut-être pas très juste du point de vue de l'histoire, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas en train d'écrire l'histoire, on est en train de la faire. Et si on dit que c'est perdu, ben les gens vont dire si c'est perdu, c'est perdu. Bon, Blum avait raison. Bon, si on dit que c'est pas perdu, au contraire, et ils sont en train de leur mettre une raclée, eh bien cette raclée suscite finalement un sentiment positif. Et quand on demande aux gens de soutenir l'Espagne républicaine, les gens donnent de l'argent. Voilà. Aragon va lancer des grandes campagnes de soutien matériel aux républicains quand les choses vont mal tourner pour l'Espagne républicaine. N'oubliez pas qu'en face, l'Action française, Béraud et compagnie, Gringoire, lançaient des campagnes de soutien aux franquistes. Bon. Et que ce n'était pas tellement la population qui donnait pour les franquistes, c'était le patronat. Bon. Et Aragon, à un certain moment, relève le gant, ils disent ils ont récolté 1 million, nous, on fera davantage. Et pendant 3 semaines, il mène campagne pour susciter que les gens donnent de l'argent. On fait le compte de l'argent donné tous les jours. Et à un certain moment, on dit on a dépassé le million de Gringoire. Bon, et on est arrivé à 2 millions, 2,5 millions, etc. Et on donne dans ce soir le nom de tous les donateurs. C'était dans sa... Et c'est très intéressant de voir qui sont les donateurs. On voit des personnalités, mais on voit aussi le peuple qui soutient le peuple. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incomparable. Ça rentrait dans le cadre de sa chronique Un jour du monde. Quand j'ai publié les chroniques d'Aragon, c'est de poser le problème, est-ce qu'il est bien de mettre tous ces donateurs? Parce que ça coûte de l'argent d'imprimer des pages de donateurs. Eh bien, on a imprimé les pages des donateurs parce qu'il n'y a pas de raison de supprimer les pages des donateurs. Il faut savoir qui a donné et pourquoi. Voilà. Alors le deuxième thème, c'est l'attaque de la politique de Daladier, de Flandin et de Bonnet, qui passent leur temps à ouvrir des perspectives positives à Mussolini et à Hitler. Alors, sur la question Mussolini-Hitler, Aragon met très bien en évidence la chose, c'est que certains disent qu'il faut faire des bonnes manières à Mussolini pour le disjoindre d'Hitler, montrant que c'est un calcul scandaleux, qui ne sera suivi d'aucun résultat, et qu'en fait, plus on fait des bonnes manières à Mussolini, plus ça le renforce, et plus ça renforce le bloc fasciste, et plus les exigences du bloc fasciste sont importantes. Bon, et par conséquent, c'est un scandale que de faire ça. Et en même temps, il montre la façon dont les Allemands ont des relais d'influence en France qui sont très efficaces. Par exemple, le comité France-Allemagne, dans lequel du beau monde intellectuel, croit devoir figurer sous prétexte qu'il faut en finir avec la vieille animosité entre la France et l'Allemagne, et par conséquent, comprenons les intérêts des Allemands et finissons-en avec quelque chose qui va nous amener vers une nouvelle guerre. Bon. On a Jules Romain, qui est par exemple le grand écrivain de l'époque, qui est dans cette histoire du comité France-Allemagne. Mais en dehors de Jules Romain, il y a une flopée de crapules, qui sont des crapules et qui s'avéreront des crapules par la suite. Voilà. Bon. On les trouvera dans le comité collaboration quelques années plus tard. Ça, c'est la dénonciation de la dérive de la politique étrangère de Daladier. Mais en même temps, Aragon mène campagne de façon très virulente contre les décrets-lois sur les étrangers, par exemple, qui sont pris très exactement à la demande de l'Allemagne, parce que l'Allemagne fait pression sur la France. Il y a, vous savez, un attaché d'ambassade qui est assassiné par un jeune juif qui vient d'Allemagne après avoir quitté la Pologne. Et il a été tellement victime de l'antisémitisme allemand qu'il assassine un conseiller d'ambassade allemand, qui s'appelle von Rath. Les Allemands en profitent pour faire une pression considérable sur la France. Et cette pression considérable de l'Allemagne donnera le décret sur les étrangers, signé par Daladier. Décret des étrangers qui est un pur scandale en droit français. Bon, et qui fera que ces gens-là seront mis dans des camps en 1939, par exemple. Bon. Alors, on y mettra qui? Des antifascistes, des juifs émigrés,
des gens qui avaient tout à se plaindre de l'Allemagne, qui n'étaient d'aucune manière considérés comme de futurs suppôts de l'Allemagne. Voilà. Donc Aragon mène une campagne contre ça. Et une campagne d'Aragon, c'est quelque chose. Il faut voir, il a une rhétorique implacable. Et en plus, il a un génie particulier. Il sait très bien que sa position est un peu faible. Alors il va prendre toute la presse française, les articles que des commentateurs de droite ont donné sur tel ou tel aspect de la politique de Daladier dans la mesure où ça l'arrange, pour donner l'impression que la position qu'il défend n'est loin d'être une position qui est isolée, mais qu'au contraire, qu'il y a un grand assentiment intellectuel et dans la population française pour les positions que lui est en train de défendre à ce moment-là. Bon, et là, il a un génie particulier, et on voit dans les chroniques de ce soir, il cite des passages entiers. Voilà. Il faut dire que tous les jours, il avait son conseil de rédaction, il recevait un résumé de la presse, y compris d'un journal qui était publié par les Affaires étrangères, qui donnait un résumé des articles de presse intéressants publiés en Allemagne, en Italie, en Angleterre, par exemple. Et donc, il pouvait savoir exactement ce que les Allemands avaient écrit, ce que les mussolinistes avaient écrit, ce qui s'écrivait à la City. Il le savait. Bon, et il s'en servait. Les articles de ce soir d'Aragon, de ce point de vue-là, sont absolument remarquables. Ce sont des bijoux d'intelligence et de pertinence. Je crois on pourrait donner une idée du retentissement qu'a ce soir avant la Deuxième Guerre, en citant que c'est quand même à la suite d'un article d'Aragon dans ce soir, où Aragon écrit la signature du pacte germano-soviétique et marque le triomphe de la volonté de paix soviétique. Cet article va servir de prétexte à l'interdiction de la presse communiste et va ouvrir la porte petit à petit à la période de l'occupation et de la résistance, dans laquelle Aragon va aussi se signaler par son activité journalistique. La dernière la dernière grande campagne journalistique d'Aragon dans ce soir, elle intervient d'avril 1939 à août 1939. Elle est consécutive au fait qu'après Munich, qui devait sauver la Tchécoslovaquie, les Allemands effectivement ont organisé la sécession de la Slovaquie, déjà, si je puis dire. Et puis, ils ont occupé la Tchécoslovaquie très, très tranquillement, et puis ni la France ni l'Angleterre n'ont rien fait, n'ont rien dit. Voilà. À ce moment-là, Aragon lance une grande campagne parce que la situation de la France et de la France, l'Angleterre étant une île, c'est différent, mais la situation de la France est franchement, du point de vue géopolitique, très mauvaise. Bon. Il lance une grande campagne qui correspond aussi à des inquiétudes que d'autres que lui ont en France pour obtenir une alliance militaire avec l'Union soviétique, puisque la livraison comme ça sur un plateau de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne a détruit le front de revers, le front à l'Est qui pourrait menacer l'Allemagne s'il y avait un conflit avec la France. Il ne faut pas oublier que si la France n'a pas été envahie en 1914 par l'armée allemande, comme ça a été presque le cas qu'elle le fait, c'est parce qu'il y avait le front russe qui a détourné le tiers des forces allemandes sur le front russe. Si cette force allemande qui était sur le front russe avait été sur le front français, il est sûr que Paris serait tombé et que la France aurait été vaincue. Voilà. Donc tout le monde a en tête que si la France doit résister à l'Allemagne, il faut qu'il y ait un front à l'Est. La destruction du front de l'Est constitué par l'armée tchèque, qui était une armée qui était robuste, qui était solide, qui avait des qualités, est une catastrophe stratégique pour la France. Donc Aragon réactive l'idée d'une alliance avec l'Union soviétique. Bon. Et cette alliance avec l'Union soviétique, elle s'impose aux Anglais parce que le gouvernement de Chamberlain est l'objet de critiques d'une partie de la droite anglaise, de Churchill, qui voit qu'effectivement la situation est mauvaise, et Churchill veut l'alliance soviétique. Daladier fait semblant de rechercher l'alliance soviétique. Et donc on va envoyer une mission militaire à Moscou pour discuter des conditions d'une alliance militaire avec Moscou. Alors, cette mission militaire sera en même temps française et anglaise. Il y aura des négociateurs britanniques et des négociateurs français. Les négociateurs français sont dirigés par le général Doumenc. Les instructions qu'on donne à Doumenc, il n'en a pas, si ce n'est de ramener quelque chose, un papier signé à tout prix.
Et les négociateurs anglais ont pour objectif de ne pas signer quoi que ce soit parce que Chamberlain ne veut pas d'accord contraignant avec les soviétiques. En vérité, Chamberlain, dans sa tête, a déjà décidé de laisser l'Allemagne prendre la Pologne. Voilà. On peut le déduire d'un certain nombre de propos qui sont tenus au Foreign Office, et c'est assez clair de ce point de vue-là. Donc, Aragon croit que Daladier, ayant compris l'impasse dans laquelle il a mis la France par rapport à l'Allemagne, va sérieusement, sincèrement négocier un accord politique avec l'Union soviétique. Or, l'Union soviétique n'a pas de frontière avec l'Allemagne. Entre l'Union soviétique et l'Allemagne, il y a la Pologne. Il faut donc que la Pologne autorise le franchissement de la frontière par l'Union soviétique pour se porter contre l'Allemagne. Et la Pologne refuse. La Pologne est anticommuniste, elle est aussi anti-russe. Elle est aussi anti-russe qu'anticommuniste. Dans les deux cas, de toute manière, ça coince. Les Français pourraient faire pression sur la Pologne, qui est un État faible. Il y a aussi la Roumanie qui ne veut pas laisser passer les armées soviétiques sur son territoire. C'est un État encore plus faible que la Pologne, mais la France ne fait aucun effort pour contraindre la Pologne et la Roumanie à accepter le passage des troupes soviétiques sur leur territoire. Et par conséquent, les négociations échouent. Elles échouent comme c'était prévu, aussi bien par Chamberlain que par Daladier. Mais ils en tirent l'avantage de la responsabilité soviétique du pacte germano-soviétique, et donc ça leur permet de renverser les alliances et d'interdire le Parti communiste. Ce n'est pas les articles d'Aragon qui ont entraîné la destruction, l'interdiction du Parti communiste, ni de ce soir. Bonnet avait une horreur terrible de ce soir. Il avait dénoncé ce soir en pleine Chambre des députés. Il avait déjà plusieurs fois demandé l'interdiction du journal pour d'autres raisons, bien avant le pacte germano-soviétique. Bon. Mais en fait, le pacte germano-soviétique, c'est une des conséquences directes de l'échec de la négociation de Moscou et du pacte germano-soviétique. Voilà l'interdiction. C'est ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Voilà. Aragon a fait 4 articles sur le pacte germano-soviétique. Il a, par la suite, il s'est exprimé sur ces articles, disant « Je ne retire pas une ligne de ce que j'ai écrit. » Car une fois que j'ai écrit ces articles, et notamment le dernier, qui appelait la France à signer un pacte complémentaire avec l'Union soviétique, il est allé voir Saint John Perse, qui s'appelait Léger, qui dirigeait le Quai d'Orsay, secrétaire général du Quai d'Orsay. Et Alexis Léger lui a dit « Mais oui, mais la négociation de Doumek à Moscou, on savait très bien qu'elle n'aboutirait pas. » Bon. C'était pour amuser les galeries, pour donner tort aux soviétiques. Et Aragon dit « Il m'a donné l'argument que je n'avais pas, que je subodoré, mais qui me manquait. » Voilà. Donc, à la fin août 1939, ce soir est fermé et c'en est terminé de ce journal. Ensuite, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Aragon va devenir soldat. Il va être envoyé comme soldat sur le front. Il est médecin militaire. Il fera la guerre comme soldat. On va passer, si tu le veux bien, à ce qui a été l'activité de résistant d'Aragon, qui est l'organisation de la résistance intellectuelle, notamment via 2 journaux, Les Étoiles et les Lettres françaises, mais surtout Les Étoiles. Alors, ça, c'est un peu compliqué, la résistance, parce qu'on a maintenant, je pense, une vision un peu idyllique de la résistance. Premièrement, il faut comprendre que on ne rentre pas en résistance n'importe comment. C'est pas évident. Le Parti communiste, il s'agit de lui, est dissous. Il a beaucoup de difficultés à renouer les fils entre ses militants. C'est compliqué. Il a perdu la plupart de ses imprimeries. Il s'occupe de faire vivre l'humanité, qui est un petit texte rodéoté qu'on diffuse à droite et à gauche, mais avec difficulté. Au début, la sécurité des militants est mal assurée, il y a beaucoup d'arrestations. Voilà. Comme on apprend très vite dans ce domaine-là, rapidement, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même beaucoup au début. Et Aragon, de toute manière, au début de 1940-41, il se trouve en zone sud, car il a fini la guerre en zone sud. Et donc, il est passé de Cahors à Nice, et il est en fait coupé du Parti communiste. Il a une activité de poète, bon,
Parce qu'il avait déjà pensé avant-guerre que si les choses tournaient mal, il ne serait pas possible dans la France telle qu'elle deviendrait que des romans comme Le Feu de Barbus puissent exister. Et il pensait que des formes courtes seraient peut-être ce qui serait possible de faire pour intervenir dans le domaine politique de l'époque. Donc il s'occupe de poésie et il prend langue avec des gens qui s'appellent René Tavernier, Pierre Segers ou Max-Paul Fouché pour publier et intervenir dans les revues qui sont publiées. Elles sont publiées légalement à l'époque. Voilà. Pendant ce temps, à Paris, en zone nord, il y a différents intellectuels communistes qui sont en relation les uns avec les autres, Decour, Politzer, Parrot et d'autres, qui publient 2 publications clandestines, l'Université libre, qui est destinée aux professeurs, instituteurs, enfin au monde des enseignants, et puis La Pensée libre. Et ces publications-là sont les toutes premières publications clandestines qui viennent des organes du Parti communiste. Elles sont imprimées sur les presses du Parti communiste et elles sont diffusées, répandues par les militants communistes. Bon. Il se trouve que Aragon, lui, n'intervient que par un ouvrage qui est publié légalement, c'est Le Crève-Cœur chez Gallimard, et par les poèmes qu'il donne, notamment dans la revue de Pierre Segers, Poète casqué, voilà, qui devient ensuite Poésie 41, 42, 43, 44, dans Confluence de Tavernier, et puis dans Fontaine, une revue que Max-Paul Fouché publie à Alger. Max-Paul Fouché réside à Alger à cette époque. Aragon donc a une activité résistante dès qu'il peut renouer les liens avec le Parti communiste, et cela se passe par une critique qu'il porte du contenu de la revue La Pensée libre. La Pensée libre est une très belle revue, une admirable revue de résistance, mais dans laquelle finalement les concepteurs qui sont Decour et Politzer ont donné à cette revue une orientation très communiste, et Aragon pense qu'à cette époque-là, ce n'est pas ce qu'il faut faire. À cette époque-là, il faut au contraire ouvrir, rassembler les gens qui sont hostiles à Pétain, à Vichy, aux Allemands, quel que soit par ailleurs ce qu'ils peuvent penser. Or, La Pensée libre est une revue qui prend la succession d'ailleurs de la revue La Pensée qui a été interdite en 1939 et qui est une revue très rationaliste dans laquelle, par exemple, on trouve un éreintement de Bergson. Et pour Aragon, c'est une hérésie, c'est une erreur, c'est une faute. D'autant plus que Bergson est juif. Oui, Bergson est juif, il a fini ses jours en portant l'étoile juive, il est mort rapidement, mais c'est un scandale, une honte. C'est pas plus scandaleux parce que c'est Bergson, mais c'est une honte c'est une erreur de ne pas montrer le tort qu'on a fait à la nation en maltraitant Bergson. Voilà. Donc il y a une explication entre Politzer, Aragon et Decour à Paris en 1941, et Aragon pense qu'il faut changer de braquet et mettre sur les rails une revue résistante qui soit très largement ouverte, et c'est le projet des Lettres françaises. Finalement, Politzer et Decour, qui comprennent la portée de la critique d'Aragon, sont d'accord, et c'est ainsi que des gens comme Jean Paulhan seront associés aux Lettres françaises, Decour et Paulhan étant les 2 fondateurs des Lettres françaises. Par la suite, il se trouve que Decour et Politzer sont arrêtés par la police, seront torturés et fusillés, et donc le projet des Lettres françaises, qui était centré sur la zone nord. Il ne faut pas oublier que la France est divisée en 2 zones, avec un ressenti de l'occupation différent, parce que la pesanteur allemande s'exprime sur la zone nord, et il y a moins de pesanteur allemande sur la zone sud, tant que la zone sud n'a pas été avalée par l'armée allemande en 1943. En zone sud, on a comme pesanteur que Vichy, ce qui est déjà pas mal, mais qui est moindre que la zone nord, et par conséquent, les réactions en zone sud ne sont pas tout à fait les mêmes que celles en zone nord. Donc, les Lettres françaises sera une question qui sera traitée par les résistants de la zone nord. Après l'arrestation de Decour, c'est Claude Morgan, qui avait participé d'ailleurs à la Revue commune avant-guerre, qui reprendra les fils des Lettres françaises et qui mettra sur pied ce qui a été interrompu par l'arrestation de Decour et de Politzer.
Par contre, pendant ce temps, Aragon, lui, il a réintégré sa zone sud et il va lancer le pendant de l'aide française en zone sud qui s'appellera les Étoiles. Les Étoiles, c'est d'abord une structure de résistance, c'est-à-dire un groupe de 5 personnes, dont dans le groupe de 5, il y en a un qui connaît un deuxième groupe de 5, et ainsi de suite. Donc en fait, si quelqu'un est arrêté, il y en a 4 qui ne peuvent pas connaître l'étoile d'à côté. Il faudrait prendre tous les 5 et faire parler le 5e qui connaît le groupe d'à côté pour pouvoir remonter d'une étoile sur l'autre. Alors, il lance ce système des étoiles. Il organise la résistance dans tous les domaines intellectuels. Alors, c'est les professeurs, c'est les écrivains, c'est les juristes, c'est les médecins, c'est tout un tas de catégories socio-professionnelles. Rapidement, il apparaît qu'il faut une revue, une publication. Je ne peux pas dire une revue parce qu'il n'y aura que 17 numéros des Étoiles, donc avec une périodicité qui est tous les 2 mois et demi, c'est tout bon. Et cette revue, ça sera les Étoiles. Elle sera très bien dirigée, il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas d'arrestation dans les Étoiles. Au début, c'est une feuille qui est renéotypée. Et puis, avec le succès, avec l'organisation, les Étoiles sont imprimées dans des imprimeries. Et le tirage des derniers numéros des Étoiles dépasse 12 000 exemplaires. Ce qui veut dire qu'il y a une organisation matérielle derrière pour avoir le papier, pour avoir l'encre et pour diffuser les Étoiles à 12 000 exemplaires. Les lettres françaises connaîtront à peu près le même cheminement, c'est-à-dire qu'elles sont renéotées au début et puis imprimées. Et alors à la fin, aux lettres françaises, on a même l'avantage de voir que les grands titres des lettres françaises sont composés sur l'imprimerie de la Pariser Zeitung de l'armée allemande. Voilà. Ce qui est de dire à quel point la résistance a des moyens en 1944 qu'elle ne pouvait que rêver en 1942 ou 1943. Bon. Les Étoiles mènent un combat politique. C'est d'abord un combat contre la politique de Vichy et les Allemands. Donc dénonciation de tout ce qui ne va, des monstruosités de Vichy, dénonciation des arrestations, des rafles, de l'insuffisance de nourriture, dénonciation de la révocation des gens, de l'antisémitisme. Également, on répercute toutes les victoires sur le front de l'Est, toutes les difficultés en Afrique du Nord de l'armée allemande. On essaye de donner un panorama contrasté et différent de ce qu'on entend à la radio de Vichy et de ce qu'on lit dans la presse de Vichy. Voilà. Ensuite, progressivement, en 1944, on donne de l'importance aux actions des maquis, aux attentats, aux morts des Allemands. Et comme ça, progressivement, on pousse la population à comprendre que la résistance donnera l'insurrection et qu'il faut participer à l'insurrection. C'est un assez admirable travail de propagande politique à cette époque. Petit détail, oui. En 1944, donc, les numéros des Étoiles sont largement consacrés à l'action armée, mais Aragon et les ateliers trouvent le moment, en juin, juillet, août et septembre 1944, de publier une revue spécifique dans la Drôme qui s'appelle la Drôme en armes, qui fait le détail de toute l'action de résistance et tous les préparatifs à l'insurrection. On a aussi également publié cette revue. C'est intéressant de voir la façon dont les gens, ce qu'on connaît de la réalité de cette époque, parce qu'on en connaît beaucoup plus maintenant que eux. Il faut bien comprendre. Comme je vous l'ai dit, les informations viennent lentement. Et donc, maintenant, on est informé quasiment un quart d'heure après un événement. Mais à cette époque, des fois, il y avait 1 mois, 2 mois avant qu'une information arrive jusqu'à son destinataire. Donc, avec cette espèce de recul, d'absence d'informations qui sont très rapides, il faut voir la qualité du travail journalistique qui est fait, tant par la lettre française que par les Étoiles, que par la Drôme en armes. On va passer, si tu veux bien, on va faire un saut après la Libération, parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps. Donc, les lettres françaises. Parce que ce soir, il y a eu une tentative de reparution de ce soir qui n'a pas vraiment abouti, on ne va pas s'y appesantir dessus. Mais Aragon reprend les lettres françaises ensuite. Alors, les lettres françaises en 1944 sont dirigées par Claude Morgan, et Claude Morgan restera directeur des lettres françaises jusqu'en 1953.
À cette époque, Aragon reprend la direction de Ce Soir, mais on ne peut pas dire, enfin c'est mon sentiment personnel, mais peut-être qu'il faudrait faire une étude plus fine de ce journal, que la patte d'Aragon se remarque autant dans Ce Soir, après-guerre, qu'elle se remarque avant-guerre. Voilà. C'est mon sentiment. Mais après tout, peut-être que d'autres penseront différemment. Aragon, il est sur tous les fronts, mais les lettres françaises ne sont pas la propriété d'Aragon de 1944 à 1953. C'est Morgan et Pierre Daix qui en sont principalement responsables. En fait, lorsque Ce Soir connaît des difficultés financières assez critiques, la direction du Parti communiste considère que ce n'est plus un titre qu'on puisse maintenir à flot plus longtemps. Donc, en fait, on propose à Aragon de prendre la direction de Ce Soir. Morgan accepte de quitter la direction de Lettres françaises. Morgan accepte de quitter les Lettres françaises et Aragon s'installe aux Lettres françaises en 1953. Et son magistère sur les lettres françaises commence avec l'affaire du portrait de Staline, puisque Staline meurt, et il y a ce scandale du dessin de Staline par Picasso dans les lettres françaises, qui va donner un certain bouleversement dans la vie d'Aragon. On peut dire que c'est un sacré baptême de feu à affronter pour la direction d'un journal comme les lettres françaises. Parce qu'il y a toute une histoire d'affaires internes dans le Parti communiste à l'intérieur de ça. Alors, Aragon vient juste d'arriver à l'érection des lettres françaises. En fait, ce que Lecœur fait là contre Picasso et contre Aragon, et plus contre Aragon que contre Picasso, il avait déjà commencé à le faire contre certains intellectuels dont il pensait qu'ils ne soutenaient pas sa ligne culturelle dans le domaine culturel, notamment de la peinture. Auguste Lecœur était donc le numéro 2 du parti. Hein. Il s'en était pris à Moussinac 3 ans auparavant. Pendant l'absence de Thorez, donc le dirigeant de facto de Thorez pendant sa maladie. Alors, il faut dire que Lecœur est quand même un dirigeant prestigieux qui a derrière lui d'avoir organisé, en tant que responsable du Parti communiste français, la grande grève de 1940 dans le nord de la France, chez les mineurs, qui a fait perdre entre 500 000 tonnes et 1 million de tonnes de houille aux Allemands qui en avaient bien besoin. Voilà. Donc Lecœur avait un prestige indiscutable dans le parti, c'était un homme très efficace, et qui avait une vision très, très élémentaire et très simplifiée peut-être du rapport entre l'art, la littérature et le politique. Et pour lui, indiscutablement, un artiste communiste était un article qui illustrait les directives à court terme du Parti communiste français. Et par conséquent, un ouvrier devait être à la fois dans la souffrance physique et matérielle et en même temps être un révolutionnaire. Voilà. Donc, c'est ce genre de perspective culturelle que Lecœur offrait aux intellectuels communistes. Et évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels communistes, d'artistes communistes qui sautaient de joie à cette perspective-là. Donc il faisait une sorte de résistance larvée contre les vues de Lecœur, qui en était fort mécontent, mais qui ne trouvait pas, en dehors de l'épisode contre Moussinac, qui ne trouvait pas moyen à aller plus loin. Et là, brusquement, avec le dessin de Picasso, qui représente Staline comme un jeune homme fort, en bonne santé, un pur sang prêt à détaler, tout à fait loin de l'image du maréchal qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc il exploite ça pour remettre le rapport de force en sa faveur, et on fait subir à Aragon quelque chose qui est absolument scandaleux. Voilà. Au début d'ailleurs, Aragon en est très désarçonné et il est sensible à ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que les gens ont ressenti douloureusement ce portrait de Staline. En fait, il n'y a pas de raison d'être dans la douleur sur ce portrait. Après tout, pourquoi ne pas célébrer en Staline, puisqu'on pense que c'est un grand homme, l'homme jeune qu'il a pu être. Il n'y a pas de raison. Mais ça ne correspondait pas au canon de la communication de l'époque, si je puis dire. Voilà. Puis il se rend bien compte tout de suite que derrière l'abaissement et l'humiliation qu'on veut lui réserver, il y a en fait la remise en question d'une ligne politique et d'une ligne culturelle. Et par conséquent, le péril est plus grand qu'il ne paraît en un premier temps. C'est d'autant plus étrange que dès que les critiques contre Aragon et Picasso ont été connues de Thorez à Moscou, Thorez à l'époque était malade, il avait une hémiplégie,
il était parti se faire soigner en Union soviétique, il était à la fin de son traitement, et il était question qu'il rentre en France. Donc il était dans les dernières semaines, peut-être, ou peut-être même les derniers jours, ça je n'en sais rien, de son séjour soviétique. Et il envoie un télégramme à Paris disant qu'il désapprouve complètement la position de Lecœur sur la question du portrait de Staline. Mais ce télégramme a été dissimulé, a été caché, et par conséquent, l'entreprise contre Aragon a pu durer quelques jours. Ensuite, Thorez revient à Paris, et ensuite on fait le ménage. Bon, conclusion, premièrement, Thorez est allé s'excuser de ce qui s'est passé auprès de Picasso. Ensuite, il a reproché à Aragon d'avoir accepté de faire profil bas sous prétexte que les communistes auraient reçu douloureusement le portrait de Staline, puisque vous voyez très bien que derrière cette affaire, ce n'était pas cette affaire qui était en question, c'était une ligne politique et une ligne culturelle. Voilà. Aragon en a tiré les conclusions, d'ailleurs, bon, et ça lui a permis de recadrer, sur une ligne thorésienne, l'orientation des lettres françaises. Il y a quand même une différence de traitement dans les lettres françaises à l'époque Morgan-Dex par rapport à l'époque Aragon-Dex. C'est que dans l'époque Aragon-Dex, on a l'impression d'une ligne politique beaucoup moins sinueuse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des coups à droite et à gauche avec d'évolution sur quelqu'un dont il faut parler. On a l'impression qu'on inscrit davantage dans un rapport étroit l'union entre le social et le culturel. Et ça, je crois que c'est la marque d'Aragon. Et les lettres françaises d'Aragon, donc à partir de 1953, quel va être le rôle d'Aragon ? Tu l'as un peu esquissé, mais notamment d'un point de vue artistique, esthétique, quelle ligne il va impulser via les lettres françaises ? Eh bien, d'abord, en un premier temps, les lettres françaises défendent une certaine conception du réalisme. Alors, le réalisme, c'est un mot qui cache beaucoup de choses. Le réalisme, qu'est-ce que c'est ? Pour Aragon, c'est simplement donner la parole aux artistes de façon qu'ils accomplissent dans la forme qui leur convient ce qu'ils veulent faire. Donc on est loin d'une littérature ou d'un art aux ordres. L'artiste doit s'exprimer comme il l'entend, y compris avec ses contradictions s'il en a. Bon. Et c'est à lui de trouver le moyen, s'il le souhaite, de faire concourir son œuvre au combat social. Mais s'il le souhaite, et si son art peut s'inscrire dans un combat social. Il n'est pas certain qu'un art puisse s'inscrire dans un combat social. Aragon réussit toujours à inscrire sa littérature dans un certain combat social, mais cette inscription ne va pas de soi. Et des fois, il faut comprendre à quels obstacles il se heurte. Donc, ceci étant posé, il va constamment accompagner le combat social et politique du Parti communiste en attirant vers les lettres françaises des collaborateurs nouveaux. On le remarquera par exemple lorsque, en 1958, il y aura une grande discussion au comité central sur la situation du Parti communiste par rapport à la guerre d'Algérie. Aragon n'intervient pas souvent au comité central parce que d'abord on y traite souvent de questions qui sont très techniques et lui n'a pas de lumière particulière dans ce domaine-là. Mais là, il voudrait quand même expliquer que les lettres françaises ont fait beaucoup pour accompagner la politique du Parti communiste contre la guerre d'Algérie. Il le fait en partant de quelques ouvrages qui ont été publiés, un de Robert Antelme, un autre de quelqu'un qui est le beau-fils de Paul Nizan, qui s'appelle Olivier Todd, qui est le père d'Emmanuel Todd, quelqu'un que l'on connaît, qui écrit encore, un sociologue qu'on connaît, qui avait publié un ouvrage qui s'appelait Une demi-campagne. Cet Olivier Todd avait été mobilisé pour être soldat en Algérie. Il avait trouvé ça épouvantable. Et il disait, c'est pas normal que ça continue, et le prolétariat devrait mettre fin à cette guerre, car moi, tout seul, je ne peux pas mettre fin à cette guerre, et les soldats non plus ne peuvent pas mettre fin à cette guerre. Or, cette guerre, on ne veut pas la faire, c'est peut-être pas possible. Or, le prolétariat, finalement, c'est le Parti communiste, et le Parti communiste ne fait pas assez pour mettre fin à cette guerre. Voilà l'analyse que Olivier Todd faisait par rapport au rôle du Parti communiste et d'Algérie. Et Aragon dit, bien sûr, ça existe, c'est comme ça. Bon. Ces gens ne comprennent pas notre position.
Nous sommes ceux qui faisons le plus contre la guerre d'Algérie. On porte peut-être pas les valises du FLN, mais on mène une action qui, normalement, est là pour éteindre les bases de soutien à la guerre d'Algérie dans la population française. Et une guerre, c'est d'abord une opération politique, avant d'être une opération strictement militaire. Donc, il ne faut pas rejeter ces gens parce qu'ils ne comprennent pas notre position. Il faut au contraire aller les voir, leur parler, discuter et leur permettre progressivement, si c'est possible, et d'un seul coup, ça serait peut-être mieux, mais progressivement en tous les cas, de comprendre ce que nous voulons et de les attirer vers nous. Et là, il définit exactement la ligne qui est la sienne dans la direction de l'aide française. Et on peut dire que, bon, il a mené cette opération sur la guerre d'Algérie tout au long de la guerre d'Algérie. On a remarqué que l'humanité a été saisie, je crois, 150 ou 200 fois pour des raisons diverses, et un très grand nombre d'articles ont été caviardés, n'ont pas pu sortir parce qu'ils comportaient des informations que la censure militaire ou politique ne voulait pas qu'on donne aux lecteurs. Les lettres françaises peuvent s'enorgueillir d'avoir consacré 20 de leurs unes à la guerre d'Algérie, avec des textes littéraires, avec des positions sur la guerre d'Algérie. Les lettres françaises ont donné des textes d'Algériens, ont soutenu tous les écrivains français qui ont pris position contre la guerre d'Algérie, Pierre Gamarra, Vladimir Posner, par exemple. Il y a une femme qui s'appelle Amida, qui a publié un roman aux AFR, un nommé Guy Tessier aussi qui a publié des bouquins. Donc les lettres françaises sont intervenues le plus qu'elles ont pu, également en soutenant les 3 livres qu'André Stille a publiés sur la guerre d'Algérie, qu'il a repris plus tard dans un ensemble qui s'appelle 3 pas dans une guerre. Et c'est très intéressant de voir qu'Aragon, au comité central, montre que Stille est en progrès d'un livre sur l'autre, parce que à chaque fois, il saisit de plus près les problèmes que pose la guerre d'Algérie, y compris l'acceptation par la guerre de certains milieux de la classe ouvrière. Voilà. Et donc, on est loin d'une littérature qui serait vernissée, qui donnerait une image idyllique de la classe ouvrière, puisqu'on voit que la classe ouvrière est partagée dans le problème de la guerre d'Algérie. Et lui-même, il va quand même consacrer plusieurs années de sa vie à comprendre le problème de la guerre d'Algérie et les raisons qui font que le peuple français n'a pas compris tout de suite l'ignominie de la guerre d'Algérie. Il s'en est expliqué lorsqu'il a publié en 1963 Le Fou d'Elsa, qui est un grand poème de 400 pages qui est consacré à la culture arabo-islamique. Il dit « J'ai subi une sorte de fascination de ce pays, de ces gens, de leurs mœurs, de leur philosophie, de leur religion même, tout ce qui était les éléments de la civilisation chez eux. La guerre d'Algérie, il ne suffisait pas pour comprendre ces hommes et leur acharnement à ne pas devenir des Français à part entière, ou pas entière d'ailleurs, de quelques généralités sur 100 ans de colonisation. En tout cas, s'en tenir là, c'était s'en tenir à un schéma. C'est sans doute par les événements d'Afrique du Nord que j'ai compris mes ignorances, un manque de culture qui ne m'était d'ailleurs pas propre. » Bon, donc il a fait l'effort de regarder la civilisation arabo-musulmane pour comprendre pour quelles raisons ces gens avaient raison de se séparer de ce que la France leur avait imposé. Je vais te couper, on va finir par une dernière question parce qu'on commence à être long. Sur la fin des lettres françaises. C'est une vaste question, mais alors, si tu pouvais revenir un peu dessus. C'est une vaste question qui mériterait qu'on y passe un peu de temps. Mais en fait, avec les principes d'organisation de la pensée culturelle d'Aragon tels que je viens de les définir, Aragon est rentré en contradiction avec l'image que les pays socialistes, l'image douloureuse et scandaleuse que les pays socialistes donnaient d'eux. Avant-guerre, Aragon était tout à fait d'accord pour soutenir l'Union soviétique mordicus, parce qu'il n'y avait qu'une Union soviétique et sa disparition était une catastrophe. Dans les années 50-55, le camp socialiste il est puissant, il n'est pas menacé d'être atomisé parce qu'il a la bombe nucléaire, et par conséquent, la menace qui pèse sur lui n'est pas de même nature. Et donc, les erreurs, les fautes, les dérives qu'ils connaissent sont quand même des choses qui sont préjudiciables à ces pays-là, mais aussi à tous les camps progressistes. Aragon ne le supporte pas. Il pense qu'il est temps, maintenant, que le rapport de force est tel que maintenant, on ne peut plus se taire sur certaines choses.
Non pas qu'il ait accepté ces choses de gaieté de cœur, parce qu'il a toujours dit aux Soviétiques, il y a une controverse célèbre avec Simonov en 1947 sur la peinture française, les choses qui n'allaient pas. Mais quand l'Union soviétique était menacée, il fallait la défendre. Maintenant qu'elle n'est plus menacée de la même manière, du moins qu'elle a une grande latitude de surnager à ce qui la menace, on peut quand même lui faire un certain nombre de reproches. Alors ça concerne ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, ça concerne ce qui s'est passé aussi avec les écrivains en Union soviétique, et effectivement, on peut dire que les lettres françaises sont rentrées en rébellion contre le courant idéologique et culturel des pays de l'Est. Bon. Il a mené campagne pour le renouveau en Tchécoslovaquie. Il a mené campagne pour tous les grands écrivains khrouchtcheviens, il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire Galina Nikolaeva, Ilya Ehrenburg, Dudintsev, Nekrasov, et aussi Solzhenitsyn. Au début, quand Solzhenitsyn apparaissait comme un progressiste, si je puis dire, un homme qui dénonçait des choses qu'il fallait dénoncer, voilà. Ensuite, quand il est apparu que sa philosophie est très rétrograde, c'est une autre affaire, mais au début, c'est quand même Aragon et les ateliers qui ont été les plus grands défenseurs de Solzhenitsyn. Et ça n'a pas manqué de poser des problèmes à la direction du Parti communiste qui avait des relations diplomatiques et conflictuelles avec les pays de l'Est. Et je crois, pour ma part, que la disparition des lettres françaises, l'extinction des lettres françaises, pour des raisons financières qui étaient certainement réelles, je ne dis pas le contraire, reste quand même une faute politique parce que, premièrement, je ne suis pas certain qu'on n'aurait pas pu combler le trou d'une autre manière. Et deuxièmement, ça a provoqué un affaiblissement de la position politique et culturelle du parti. Tout affaiblissement culturel est un affaiblissement politique, c'est évident. Donc la disparition de l'aide française est un affaiblissement culturel et donc un affaiblissement du parti. Et donc en faisant disparaître l'aide française, on s'est tiré une balle dans le pied. Voilà, je crois que ce sont des mots de conclusion. Merci François Échard. Peut-être a-t-on le temps pour quelques questions ? Pas du tout ? Il faut mettre les points sur les i, camarades. Bon, eh bien, dans ce cas-là, merci à vous. Je rappelle les initiatives. 72. Après des tergiversations, après des difficultés. Bon, il est vrai qu'Aragon était quand même, n'avait pas la vigueur du jeune homme de 50 ans qu'il avait pu être. Il avait été affecté par la mort d'Elsa. Mais en fait, je pense que la raison de la disparition, c'est qu'on a voulu supprimer une cause de discorde avec l'Union soviétique. Donc je rappelle les 3 événements, c'est-à-dire la journée d'études le 11 mai au Moulin à Aragon sur les lettres françaises, justement, qui sera peut-être l'occasion d'en apprendre plus, qui sera suivi à partir de 16h du vernissage de l'exposition sur le carnet de dessin d'Aragon, le cadeau à Jean, et la conférence d'Alain Badiou à Colonel Fabien le 16 mai à 19h. Et je vous conseille de vous inscrire sur le site de la Maison Aragon parce que les places partent vite. Voilà. Le plus vite possible. Voilà. Merci beaucoup.